Ces études vont servir d'ailleurs de base à l'élaboration d'un nationalisme japonais relativement fort pendant la période Meiji qui suit celle d'Edo. Mais revenons à cette époque moderne. Dès le dernier quart du XVIIe siècle, l'art pictural connaît lui aussi une certaine avancée sous la forme de l'ukiyo-e, une technique de peinture utilisant l'estampe pour imprimer des dessins et des couleurs sur une surface. L'ukiyo-e a un succès fou, pardon pour la prononciation évidemment. Il représente le monde tant aimé, des plaisirs, éphémères mais attrayants évidemment, qui se développent dans les grandes villes du pays. Il devient ainsi l'art pictural populaire par excellence sur l'archipel. Si de telles créations sont réservées aux artisans et aux artistes spécialisés, d'autres loisirs sont au contraire pratiqués par une population beaucoup plus large. Ils entrent comme ça dans la culture japonaise, non plus comme art, mais comme une véritable voie, c'est-à-dire comme un principe d'éducation et d'accomplissement. Parmi ces voies, qu'on appelle do en japonais, on trouve celle du thé. Les adeptes se réunissent dans des salles dépouillées de tout meuble pour communier un instant autour d'un bol de thé. Chaque geste est précis, extrêmement codifié, permettant ainsi aux disciples d'acquérir une grande liberté d'esprit dans ce moment de calme et de sérénité. Pour les femmes, c'est la voie des fleurs qui est majoritairement pratiquée. Elle rentre dans le cadre de l'éducation confucianiste, encore une fois, qui demande à la femme de se soumettre à son père, puis à son mari, et enfin à son fils. La soumission aux règles de l'arrangement floral, qu'on appelle ikebana, l'entraîne donc, on pourrait même dire la dresse à accepter sa place et son rôle dans la société nippone. Chez les courtisanes, l'art des fleurs est d'autant plus important qu'elles se doivent de maîtriser évidemment les disciplines les plus raffinées comme la danse et la musique. C'est d'ailleurs dans les quartiers des plaisirs, au moment des concerts privés organisés par de riches marchands, que se développe la musique à 3 instruments. Armés de shamisen, de koto et de kokuyo, 3 instruments à cordes pincées, les geishas divertissent leurs clients avec des airs aussi entraînants que charmants, vous l'imaginez bien. Bref, le XVIIIe siècle est une époque resplendissante pour le Japon. Les villes s'enrichissent grâce au déploiement du commerce et de la culture. L'expansion urbaine est même favorisée par des niveaux d'hygiène publique et individuelle extrêmement supérieurs à n'importe quelle autre ville européenne. Le taux de natalité est élevé, la mortalité infantile est basse. La période d'Edo connaît son apogée sur tous les plans. Sauf que, vous allez me dire, ça peut pas durer. Pour vous que ça dure, c'est pas comme ça que ça marche. Des conflits couvent sous la surface. La vie de luxure des guerriers a un coût. Bah oui, on peut pas vivre continuellement dans les délices de Kapu. Et le bakufu a de plus en plus de mal à sortir les samouraïs de l'endettement dans lequel ils se sont placés. Afin de continuer à consommer les plaisirs urbains, les guerriers en faillite octroient des privilèges du coup aux commerçants, en échange de biens marchands comme celui de porter un sabre ou de s'attribuer un nom patronymique. Les frontières entre les classes sociales commencent à se brouiller et les seigneurs commencent lentement à s'agiter. L'enchaînement des mauvaises récoltes fragilise l'équilibre du régime qui fait face à une crise dont il a évidemment du mal à revenir. Au même moment, un intérêt particulier pour les sciences occidentales est en train de parcourir le pays et ça complique grandement la politique d'isolement menée par l'archipel. L'attention est avant tout portée sur la médecine, science de première nécessité évidemment que les études hollandaises doivent permettre de faire progresser. Par ailleurs, les tensions provoquées par les puissances occidentales, encore une fois tournant autour de l'archipel à l'extrême fin du XVIIIe siècle, poussent les Japonais à se lancer dans des recherches sur le télégraphe, les générateurs d'électricité, les mines et les torpilles. Et leur méfiance est légitime. En 1853, le commodore américain Matthew Perry, qui n'est pas l'acteur, commandant, entre dans la baie d'Edo. Il exige immédiatement que le Japon ouvre ses frontières au commerce international, notamment avec les États-Unis, sans quoi le pays connaîtrait des représailles sans précédent. La nation nippone est impuissante, elle se rend et accepte de signer des traités avec l'Occident. Vous avez ça dans des tas d'ouvrages, vous avez notamment Madame Butterfly qui reflète complètement cette époque-là d'ouverture à l'Occident. Superbe opéra, s'il en est. Encore une fois, cette fameuse ouverture à l'étranger, ça finit pas très très bien d'ailleurs pour elle. Mais enfin, je vous encourage, Jean-Claude Maury pourrait vous en parler nettement plus
plus c'est nettement mieux que moi. Bref, cette nation est donc impuissante. Les partisans japonais d'une résistance sans limite face aux menaces de l'Ouest gagnent contre le Bakufu. Une fois au pouvoir, ils vont lancer le Japon dans une occidentalisation accélérée, sous couvert d'un nationalisme extrême, qui fait finalement l'affaire des Américains, j'allais dire comme d'habitude. Finalement, la classe des samouraïs est dissoute, le shogunat Tokugawa arrive à son terme, le Japon entre dans son ère moderne, laissant la Bakufu dans le passé et ouvrant la voie à une nouvelle époque dont j'ai déjà parlé, donc celle de l'empereur Meiji. C'est la fin de notre épopée à travers l'une des périodes les plus importantes de l'histoire du Japon, passée en 1 heure, rapidement, mais voilà. Les quelques siècles de l'ère d'Edo marquent donc un bouleversement flagrant, majeur dans la culture nippone, qui passe encore une fois d'un régime féodal en guerre à une nation moderne, ouverte au commerce international, mais malgré tout pas ouverte sur le monde. Au cours de cette période, la civilisation japonaise se constitue de surcroît une identité singulière qui se détache enfin de la culture chinoise dans laquelle elle prend racine finalement. Ainsi, même si l'archipel se voit forcé d'ouvrir ses portes au monde occidental au milieu du XIXe siècle, il ne perd pas pour autant son âme japonaise et il entame au contraire une politique internationale de conquérant. C'est d'abord par le biais d'un impérialisme militaire que le Japon s'impose en Asie, et puis à partir de 1945, l'archipel opte pour une voie plus douce, désormais fondée sur ce qu'on appelle le soft power. Aujourd'hui, la culture japonaise attire des millions d'Occidentaux passionnés par les histoires de samouraïs et de geisha, mais ça, c'est une autre histoire.